Aujourd'hui, au Canada, c'est la journée de vérité et réconciliation. Donc, moi, ce que je demande, c'est pour qui et pourquoi. Donc, je vais vous faire un crash course colonialisme canadien. On va faire 500 ans d'histoire en très peu de temps. Alors, s'il manque des détails, soyez pas surpris. Mais bon, on commence donc il y a à peu près 500 ans, l'homme blanc débarque. J'ai appelé cette partie Whiteys are coming. Jacques Cartier, qui cherchait un passage vers l'Asie, à la place découvre des personnes qui sont là depuis environ 30 000 ans. Ça fait très très longtemps que les Premières Nations sont sur le continent nord-américain. Il embarque des enfants algonquins, donc un des peuples d'ici, pour les montrer au roi. Mais pour l'instant, il pousse pas trop. L'hiver, il fait froid. Il repart en France. Il va faire d'autres voyages, mais ça avance pas beaucoup plus que ça au niveau colonialisme. Bon, ensuite, c'est Take Two, featuring Jésus. Alors, là, j'ai découvert, merci Google, cet incroyable visuel de cartes Pokémon avec Samuel de Champlain, que j'ai juste vraiment apprécié personnellement. Donc, à peu près 100 ans plus tard, Jacques Cartier débarque en Nouvelle-Écosse et s'y installe. L'hiver, bon, il fait cruellement froid et c'est grâce aux peuples autochtones de la région, donc les Mi'kmaq, que lui et sa gang survivent. Entre autres, dans ses journaux, il parle de une sorte de tisane qu'il faisait avec du bouleau ou même des tiges de sapin où, en fait, il y a de la vitamine C et la vitamine C, ça aide à pas crever du scorbut, entre autres. Et aussi, il faut aussi dire que le fait que les Premières Nations ont vu des hommes blancs qui ont passé on ne sait combien de temps sur un bateau, donc ils devaient être absolument dégueulasses, débarquer et ils se sont dit oui, on va les aider, ceux-là, c'est quand même, ça montre quand même le grand cœur, parce que franchement, si moi je voyais ces gens-là débarquer, je dirais Garc, reste là-bas. Donc en 1610, Champlain, lui, pour les remercier, offre de baptiser les Premières Nations pour qu'ils soient civilisés et sauver leur âme. Donc pour lui, c'est un cadeau. Quand on regarde du recul, peut-être c'est un peu fucké, mais bon. Donc il baptise Mambertou, qui est baptisé Henri, ce que je trouve hilarant de passer de Mambertou à Henri. Mais c'est donc un grand chef Mi'kmaq. Et en 2007, donc quelques centaines d'années après sa baptisation, en fait, ou son baptême, il y a eu des grosses célébrations au Canada et je sais que j'étais un enfant puis je me disais what the fuck is this? Pourquoi est-ce qu'on célèbre la christianisation? Ouais. Ou anyways, c'est une autre histoire là, mais bon, ça, voilà. Donc, on passe avec du New Leadership, Scalp et Survie. Donc, en 1755, les Mi'kmaq se retrouvent dans une bataille de colonies adverses. Donc, c'est les Français contre les Anglais qui veulent être ici et ils sont sur le territoire des Mi'kmaq. Ils passent d'être des êtres un peu inférieurs ou qui ont peut-être pas d'âme, on sait pas, à vraiment être des pions et des ressources, that's it. Pendant la déportation des Acadiens, donc les colons français qui étaient en Nouvelle-Écosse, qui sont devenus un peuple et qui ont été déportés, c'est une façon gentille de dire on a voulu les anéantir par les Anglais, les Français qui sont dans le coin, s'ils peuvent, ils foutent le camp, sinon ils se cachent. En partie, ont survécu grâce à l'aide des Mi'kmaq qui les ont cachés, ou ils meurent. C'est chacun pour soi, en grande partie. Ici, on se trouve dans la même époque que la guerre de 7 ans pour les nerds d'histoire. Donc, dès que les Anglais deviennent maîtres du continent nord-américain, ça devient vraiment le style de colonisation anglaise, qui est très, très, très hands-on, on va dire. On prend contrôle, on n'est pas gentil. Les Premières Nations, at large, deviennent des nuisances, des pestes à éliminer. Ce ne sont plus des humains, où on aurait plus le voir dans la colonisation française, pas pour dire que c'est bien un ou l'autre. Donc là, c'est USA versus Canada, avec même un petit featuring Hitler. Donc, juste pour donner un contexte plus large du continent, donc... LOL Hitler! Mais donc, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de personnes. Donc, c'est un génocide total. On irradie autant que possible les Premières Nations. Il ne reste presque plus personne. Ceux qui restent aujourd'hui, c'est vraiment des survivants et c'est incroyable qu'ils sont encore là. Donc, pas fun fact, parce que je voulais pas dire que c'était un fun fact, c'est pas le fun. L'inspiration pour le génocide des Juifs et autres minorités nuisibles du Troisième Reich, voilà, Hitler était un fan de ce qu'ils ont fait aux Premières Nations aux États-Unis. Bravo, guys! L'histoire se répète. Who would have guessed? Donc, au Canada, on n'a pas assez de ressources humaines puisque c'est un énorme territoire et, encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup comparé au montant de place qu'on a. On leur offre
entre guillemets, des réserves ou des terrains à eux. En fait, c'est vraiment pour les foutre quelque part dans un coin. Donc, c'est des enclos, on leur donne pas vraiment de ressources, ils doivent se gérer eux-mêmes, etc. Donc, on s'entend qu'ils survivent comme ils peuvent. Il y en a qui survivent mieux que d'autres, mais c'est vraiment, tu les pousses dans le coin. Prochaine étape, des camps. Je veux dire des réserves! C'est pas des camps, guys! Donc là, on est rendu en 1800, on saute quelques centaines d'années. Un gros morceau de l'Ouest canadien est, entre guillemets, vide. Donc, c'est là où il y a Gold Rush, etc. Les Premières Nations sont poussées dans les réserves qui sont créées au fur et à mesure qu'on veut du terrain pour les Blancs. Donc, si à un moment, on va dire, va dans ce coin-là, ben, si en fait, on réalise que dans ce coin-là, s'il y a peut-être des choses intéressantes, ben, on va dire, en fait, va par ici. Wow. Donc, c'est vraiment... on pousse les gens partout parce que ben on s'en fout. On crée aussi la majorité des traités, donc c'est des outils de colonisation que moi j'appelle pacifiques dans le sens que c'est pour donner une place ou même une illusion de genre hey, je t'attaque pas, je te donne un document qu'on va discuter pour ensuite le signer, hey, on est amis. Mais en fait, les alliances sont pas respectées. Donc, tu sais, ça bof. Et en fait, c'est là où j'ai appris que la Gendarmerie royale du Canada est en fait pas officiellement, mais elle est créée pour gérer ça. Wow. Donc pour gérer les traités. Pas ce que les Blancs font de mal, là, mais si jamais il y a quelqu'un dans une réserve qui fait quelque chose de pas bien, ça va être géré, là. OK. Et en fait, fun fact, ou pas fun fact, la Nouvelle-Écosse est dans les premiers traités qui ont été faits. Donc, pour les traités, c'est dans les entre guillemets meilleurs parce qu'ils voulaient pas créer une guerre en plus. Donc ils ont géré ça assez vite, mais en fait c'est vraiment premier arrivé premier servi. Le plus loin que tu vas ou le plus récent plutôt, ben c'est des moins bons deals. Donc ça s'empire. 1867, le Canada devient un pays sur papier. C'est aussi maintenant que le fédéral se donne le pouvoir d'être le seul palier du gouvernement à interagir avec les peuples autochtones. Donc, ils sont les seuls qui peuvent décider de quoi que ce soit. Il n'y a aucune autre autorité qu'eux. C'est aussi là où le ministère des Affaires est créé et aujourd'hui s'appelle encore Indian Affairs. Donc, on continue avec le terme indien, même si on n'est pas du tout en Inde. Canada, avec un C, ça mène à la création des pensionnats autochtones ou les écoles résidentielles. Donc, la création des écoles résidentielles ou pensionnats, c'est pour intégrer de force les Premières Nations dans la société canadienne. Le but, c'est l'assimilation totale. Ces gens ne sont pas civilisés, on a besoin de les aider, parce que c'est en tant que bons chrétiens, et donc, on va éliminer toute culture de quoi que ce soit qui sont là. Vraiment, c'est une quote qui est un peu contestée aujourd'hui, que ce soit cette personne-là qui l'a dit ou non, mais il y a des choses similaires qui ont été dites de toute façon. Vraiment, le but, c'est de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, on prend l'enfant quand il est jeune, comme ça, on peut encore le sauver, parce que quand t'es un adulte, c'est beaucoup plus difficile de t'assimiler. Là, on est rendu au KKK Canada, parce que c'est genre un peu ça. En fait, il y avait le KKK au Canada pour, entre autres, les Autochtones. Donc, yeah! Ça mène à la création donc, des pensionnats. C'est un visuel que je trouve super important parce que ça a été utilisé dans des manuels d'école. Wow. Et donc, aujourd'hui, ça va être montré comme voici qu'est-ce qu'on a fait aux Premières Nations et comment on a essayé de les effacer. Mais avant, tu vas voir dedans des manuels, voici comment on a aidé. Regarde, en gros, c'est un petit garçon qui arrive avec tous ses vêtements et toutes ces choses traditionnelles, ses longs cheveux. Et là, on lui chope les cheveux, on lui donne un petit costume. Il a l'air d'un bon petit blanc. Puis là, on l'a sauvé. Donc, vraiment dépendant de l'époque, c'est vu comme on l'a aidé. Heureusement qu'on a fait ça. Ou, regarde... on a effacé sa culture. Donc, on continue. Eugénisme et enfants morts. Donc, l'eugénisme, eugenics, c'est vraiment cool et populaire à ce moment-là, puis on se lance à 200% dedans. Donc, l'idée que, peut-être qu'il y a des gens qui devraient se reproduire ou non, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on préfère chez certaines personnes. On va penser peut-être à Hitler un petit peu dans ce sens-là, où les nations, eux, sont allés au top de ça. Mais bon, c'est une science très populaire, science entre guillemets. Donc, depuis 1907, qui est quand même pas si longtemps après que la création des pensionnats s'est passée, on sait qu'ils sont dangereux pour les enfants. Le médecin-chef du Canada à ce moment-là, il y va et il voit les atrocités. Il y a des lieux sans supervision externe.
lieux insalubres, nourriture infecte, violence psychologique, physique, sexuelle, etc. Donc, le médecin en chef publie un rapport au gouvernement qui l'ignore. Okay. Et vraiment, il y a des statistiques atroces dans ce rapport. Donc, lui, il se dit, mais non, mais je peux pas. C'est ma job d'être un médecin. C'est ma job de dire si quelque chose n'est pas correct. Donc, il va le publier pour le grand public. Et, les Canadiens, c'est triste, mais écoute, je m'en fous un petit peu. Donc, il y a certaines quotes, mais en gros, il dit que dans une des écoles qu'il a visitées, il y avait un taux de mortalité jusqu'à 75%. Donc, il y a juste un quart des enfants qui survivent. On parle de mort. Dans ce rapport de 1907, Bryce établit que le taux de mortalité dans ces écoles est entre 14 et 24%, ainsi qu'un taux de 42% dans les réserves, en raison du fait que les enfants malades y sont renvoyés pour mourir. Donc, vraiment, il n'y a aucun respect pour la vie de qui que ce soit de pas blanc dans ces établissements. Double Down et Triple Down, 1920, les pensionnats deviennent obligatoires. Aucun enfant autochtone n'a d'autre choix. Donc, toutes les personnes autochtones qu'on va rencontrer aujourd'hui, dans leur histoire familiale, sont soit eux ou sont des descendants de personnes qui ont survécu à ces endroits-là. En 1930, le gouvernement ouvre un maximum de pensionnats, en total de 90 dans le pays. Les années 60 arrivent, on est rendu avec les hippies et les hypocrites. Donc, 1960, les pensionnats commencent à fermer. Yay! Mais en fait, maintenant, la population canadienne, si elle se dit, c'est quand même pas bien de traiter des humains comme ça, on a des hippies, c'est beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de mouvements pour l'égalité. Donc, il y a ce qu'on appelle le rafle des années 60 ou le 60s Scoop, qui est le gouvernement, entre guillemets, mais en fait, kidnappe, prend les enfants autochtones et les met dans le système des familles d'accueil ou des orphelinats. Donc, entre 1960 et 80, il y a 20 000 enfants qui sont, en tout cas de ce qu'on a recensé, qui sont dans ce système-là. Et là, c'est un article qui est pris d'un journal de l'époque et c'est Brown Skin Babies Too Need Loving. Donc, c'est pour dire, même les enfants bruns, ils devraient avoir de l'amour. C'est vraiment comme, on dirait qu'ils vendent des chiens. C'est right? Genre, dans le contexte de l'époque même, c'est quand même lourd. Ensuite, en fin de compte, faut qu'on se parle. 2008 à 2015, il y a eu la commission de vérité et réconciliation. Donc, en gros, c'était vraiment un groupe de personnes qui ont été mandatées par le gouvernement d'aller faire beaucoup d'entrevues à travers tout le pays avec des survivants de qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on règle ceci? La conclusion, c'était des étapes au gouvernement et au peuple canadien at large de savoir comment vivre avec les Autochtones et être vraiment conscient de tout ça. Je finis avec quelques statistiques. Donc, dans les pensionnats autochtones, 150 000 enfants métis, inuits et membres des Premières Nations ont dû les fréquenter. C'est énormément d'enfants. C'est estimé qu'entre 3 000 et 6 000, ils sont morts, mais on a vu que pendant la pandémie, il y en a 6 000 plus qui ont été confirmés d'être morts, qu'on a trouvés enterrés autour des pensionnats. Et on n'a pas cherché dans les 90 pensionnats. Non. On est loin d'avoir cherché. Donc, ça montre vraiment la largeur de l'atrocité que c'est. Il y avait cette statistique qui est sortie quand il y a eu les premiers corps qui ont été trouvés en 2020, si je ne me trompe pas. Et c'était 1 sur 25 a des chances de mourir dans des écoles résidentielles, mais 1 sur 26 des soldats de la Deuxième Guerre mondiale avaient une chance de mourir en y allant. Donc, en fait, les écoles résidentielles étaient plus meurtrières qu'aller se battre au front pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour donner vraiment une vision large de tout ça. Donc, aujourd'hui, on a fermé les écoles. La dernière a fermé en 96. On avance tranquillement. On parle de ceci, ce qui est déjà énorme. Aujourd'hui, donc, c'est la journée du chandail orange qui a toute une histoire à elle-même, mais vraiment qui est faite pour parler de cette histoire et des répercussions. Mais on parle d'eau insalubre, donc non potable dans les réserves, et il y en a beaucoup, et le gouvernement ne fait rien. Les femmes et les filles autochtones sont assassinées, disparues. C'est le plus haut statistique qu'il y a au Canada. Donc, pour une toute petite population, il y a un très haut statistique. Même chose pour les personnes de Première Nation qui sont dans le système carcéral ou
il y en a beaucoup plus. Il y a aussi la caricature des peuples autochtones qui sont alcooliques, etc., qui sont sur le chômage. Qui ne payent pas de taxes. Exactement. Et il y a la caricature, mais aussi la question, mais si quelqu'un a des addictions en général, c'est parce qu'il y a comme une raison en arrière. Social. Exact. Donc, on parle de colonisation violente, on parle de génocide culturel, donc c'est effacer l'existence de culture. On parle d'assimilation forcée, d'enfants qui ne vont jamais rentrer à la maison, de familles brisées, de vies détruites, de traumatisme générationnel. On parle de racisme, mais on parle aussi de justice, de visibilité et de chandail orange aujourd'hui. Donc voilà. Je finis avec quelque chose de lourd, mais avec de l'espoir, en se disant qu'il faut qu'on parle de ces choses. C'est difficile. Dans les images, là, on a quelque chose qui a fait beaucoup parler, et c'est que le pape est venu, en gros, s'excuser aux Premières Nations parce que ça a été managé par l'Église catholique. Donc, il y en a pour certains survivants que c'était énorme qui viennent, et c'est très, très important. Il y en a d'autres qui se disent « Why? Va-t'en » comme... Si tout ce que tu as à faire, c'est dire « je m'excuse, je veux pas ». Donc, voilà. Voilà, donc, voilà, vous pouvez déprimer maintenant. Yes. Mais, comme ça, maintenant, on a un contexte. Exact. Si on doit parler d'autre chose. C'était ça mon but. Merci, Mélo. On a un petit peu de temps, je pense. Est-ce qu'on peut revenir sur deux petites choses? Oui. Le chandail orange, cette histoire-là, est-ce que tu peux nous la raconter? Oui. Je ne sais pas si j'avais le temps, mais en gros, donc c'est en 2013, il y a une survivante qui a parlé de son expérience, puis elle a entre autres parlé du fait qu'elle osait plus porter d'orange parce que un jour, quand elle est allée à une des écoles résidentielles, la nonne qui s'occupait d'elle, lui a crié après, lui a dit non, tu peux pas porter ça. Et on n'est pas sûr pourquoi. Est-ce que c'était trop flashy? Est-ce que ça dérangeait? C'était pas assez catholique. Mais donc, elle lui a dit non, tu peux pas. Elle lui a arraché. On l'a forcé à mettre autre chose. Et pour elle, c'était un chandail que sa grand-mère lui a offert. Elle était super contente d'aller à l'école son premier jour, etc. Donc, elle a jamais pu reporter d'orange parce que c'était un trop gros traumatisme pour elle à chaque fois qu'elle le mettait. Et quand il y a eu une célébration pour les survivants, tout le monde a mis du orange pour lui dire « Hey, ça va. Tu sais, maintenant on peut. » Donc, c'est devenu vraiment de là. Puis ça vient juste de 2013, c'est pas si vieux que ça, non. Mais ça a commencé vraiment pour ce coin, sur cette école résidentielle-là, et c'était devenu un mouvement. Et aujourd'hui, c'est vraiment le symbole de on est là, parlons-en. Et soyons visibles aussi. Oui, pour en parler, ça donne l'occasion. Yeah, absolument. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est peut-être un ajout pour les personnes qui voudraient aller plus loin sur la question des eaux potables, notamment en Nouvelle-Écosse. Le très bon film et le très bon documentaire de Elliot Page, qui du coup est néo-écossais. Et qui a réalisé ce super docu qui est encore dispo sur Netflix, je pense, notamment sur comment les Premières Nations... alors, ça parle de minorités visibles en général, ça parle des Afro-néo-écossais. C'est ça, c'est basé sur un livre d'une professeure de je ne sais plus quelle université de la province qui a vraiment fait une grosse recherche sur le fait que les minorités du coin vivaient à côté de dépotoirs, etc. Il y avait tous des plus grandes chances d'avoir des cancers, etc., à cause de l'endroit où on les avait un peu forcés à vivre. Et ce document, il m'a vraiment marqué, tu vois, par exemple, sur comment ça se passe en Nouvelle-Écosse, et le fait qu'il y ait des histoires très récentes sur, notamment, comment les Premières Nations se sont fait arnaquer par des entreprises, tu vois. Alors, dedans, je spoil pas le documentaire, de toute façon, il n'y a rien à spoiler, vous allez juste découvrir ce qui se passe, et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Notamment, une entreprise, une papeterie, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'installer à un endroit, seulement c'est sur un territoire réservé, donc une réserve, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Faut que j'améliore mon vocabulaire pour parler de ces sujets-là, mais ça me prend trop au trip à chaque fois. Bref, donc l'entreprise veut s'installer sur ces réserves. Toutes les personnes qui ont déjà vu marcher une papeterie, sorry, mais prendre des troncs d'arbres et sortir des feuilles de papier, c'est pas uniquement ça le processus. Non. Au milieu, il se passe une machine chimique un petit peu puissante et violente pour l'environnement. Un petit peu. Et donc, notamment, tous les rejets faits par ces entreprises vont aller directement
vont en être ce qu'on en fait, quoi. Et là, l'entreprise, elle, s'implante en Nouvelle-Écosse et elle doit demander un petit peu l'autorisation à la tribu et à la Première Nation qui est là. D'ailleurs, tribu, je sais même pas si c'est le bon mot, en fait. De toute façon, ici, c'est tous des membres des Mi'kmaq. Donc, c'est automatiquement des Mi'kmaq. Ouais. Et donc, ils emmènent le chef de cette Première Nation-là visiter une station d'épuration au Nouveau-Brunswick. Yep. Pour lui dire, regarde, ça ressort de l'eau pure. Non mais à quel moment les exploitants blancs vont faire ça, tu vois? C'est atroce. Puis c'est vraiment comme et l'endroit... Ils l'ont vendu pour rien, du coup. Puis l'endroit où ils font leur mélange chimique, c'est ça, c'est l'endroit où ils pêchaient. Donc c'est un des endroits où pour eux c'était un endroit vraiment ancestral où t'allais passer ton temps, t'allais te retrouver dans la nature, t'allais pêcher, donc aller chercher de la nourriture, etc. Puis voilà. Alors là, le but de ce film, quand il a été fait par Elliot Page, c'était un petit peu d'interpeller Stephen McNeill, qui était le premier ministre de la Nouvelle-Écosse libérale de l'époque, qui devait faire respecter une décision de justice qui n'était pas respectée. C'est-à-dire que la papeterie a effectivement été condamnée, mais qu'elle émettait toujours et qu'elle travaillait toujours. Oui. Et donc, à quel moment c'est possible? Enfin, si la justice elle-même statue, et que les entreprises sont au-dessus de la justice dans ce genre de décision, non, c'est atroce. C'est fucké, tu vois. Et ça polluait tout le Havre où c'était, comme ça polluait pas juste là, c'est juste que là c'était plus horrible. Exact. Mais puis ça a vraiment fait bouger. Si vous regardez le documentaire maintenant, il y a plusieurs des choses qui ont été résolues en positif. Donc, si jamais vous déprimez après le film en voyant toutes les luttes qui se passent, vous pouvez aller chercher des nouvelles, puis il y a certaines choses où il y a des bonnes nouvelles, mais c'est vraiment important. C'est super important d'en parler. Si vous voulez un film sur les pensionnats autochtones, il y a un film qui s'appelle We Were Children, qui, moi j'ai beaucoup pleuré, là. Prenez des Kleenex, prenez des pauses, mais c'est un mélange entre documentaire et scripté, où vraiment c'est basé sur les expériences des deux personnes qui sont interviewées. Et c'est vraiment bon, mais c'est lourd, là. C'est difficile. C'est pas facile de se documenter sur l'histoire, tu vois, une histoire, d'autant plus une histoire comme ça. Non, c'est difficile, puis il y a aussi, c'est vraiment, vraiment récemment que il y a des gens qui en parlent depuis longtemps, mais qu'on laisse les gens vraiment en parler et faire des documents de qualité. Et c'est comme n'importe quelle atrocité qui se passe, là. Il y aura toujours une suppression, puis après ça, on dit, bon, OK, il faut qu'on en parle. Faut qu'on regarde. Mais c'est vraiment maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on avance. Donc c'était bien que ce soit un vendredi, un petit peu cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Merci Mélo pour ça.